allez bien, quel bonheur de pouvoir vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Ça fait une éternité que je ne me suis pas posée dans mon fauteuil pour blablater face caméra. Tout simplement parce que j'ai eu envie d'une pause en ce début de vacances. C'est très rare quand la chaîne ne tourne pas comme ça pendant 2 à 3 semaines. Mais écoutez, j'en ai ressenti le besoin et donc j'ai su m'écouter. Et là, au moment de reprendre les vidéos, eh bien, je suis très excitée et très contente de pouvoir le faire. Donc c'est parfait comme état d'esprit. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer les différentes acquisitions qui ont émaillé mon mois de juillet avec finalement pas mal de contenu pour les enfants. On va commencer par ça. J'ai reçu des petites choses de la part des éditions Usborne, des petites choses également de la part des éditions Kiman. On va commencer par Usborne avec un contenu qui est assez propice pour les vacances. Je vous ai déjà montré l'intégralité du colis que j'ai reçu de leur part en story sur Instagram, mais comme ça commence à remonter un petit peu et que tout le monde ne me suit pas forcément sur Instagram, eh bien je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne. Alors déjà j'ai reçu ce petit coffret, c'est vraiment mon coup de cœur du colis, je le trouve extrêmement ingénieux ce procédé. C'est pour ne plus jamais t'ennuyer, spécial jeu de voyage. Alors là j'ai pris le jeu de voyage, mais sinon il y avait pour ne plus jamais t'ennuyer dans l'avion, pour ne plus jamais t'ennuyer dans la voiture, dans le train. Bref, ils ont une chouette collection qui est déclinable comme ça à l'envie. Et ça se présente dans une boîte en carton dans laquelle je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu. Alors je ne vous sors pas tout, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre le concept. On a des cartes qui sont assez grandes, qui font grosso modo la taille de ma main. Et ces cartes, eh bien, elles sont recto verso. Et il y a sur chaque face plein de jeux pour enfants. Alors c'est marqué sur un côté de la carte si c'est pour un joueur, pour 2 joueurs. Je crois que ça va jusqu'à 3 joueurs. Donc en gros, vous l'aurez compris, dans la voiture ou ailleurs, on peut s'échanger les cartes comme ça si jamais ça se joue à plusieurs joueurs. C'est vendu avec un petit stylo et c'est effaçable. Donc voilà, vous avez votre petit mouchoir. Après avoir écrit, vous effacez tout. Et on peut le réutiliser et je trouve ça inventif, je trouve ça ingénieux. La matière est vraiment de qualité et le contenu est très diversifié. On a des cherche et trouve, on a des labyrinthes, des jeux de logique, des jeux un petit peu plus sur le début de la lecture ou l'écriture. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est merveilleux. Donc vraiment gros crush par rapport à ce petit coffret là, donc pour ne plus jamais t'ennuyer, spécial jeu de voyage. Toujours sur la thématique du voyage et des vacances, j'ai demandé aux éditions Usborne si je pouvais recevoir ce cahier. Alors la matière est très souple, c'est un cahier de jeu, un cahier d'activité autour du monde. Et ce cahier porte très bien son nom puisqu'il va faire voyager l'enfant à travers différents pays, l'Égypte, la Scandinavie, la Russie, l'Europe, l'Amazonie, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts là aussi, avec des énigmes, avec là aussi des cherche et trouve, des questions de culture générale. Il va y avoir du coloriage, vous savez, coloriage à énigmes, c'est-à-dire colorier en fonction d'un code couleur, etc. Oh franchement c'est génial, j'adore les illustrations, elles sont mignonnes comme tout, c'est vraiment les dessins qui m'ont conquis au premier abord. Et puis j'aime cette thématique de on emporte un cahier d'activité en vacances sur le thème autour du monde, je trouve ça super. Alors je vous cache pas que c'est pas du tout adapté à l'âge de mes enfants, hein. Marius va sur ses 4 ans, je l'estime trop jeune parce qu'il n'a pas encore le bagage intellectuel, il n'a pas encore la culture qui lui permet d'apprécier à sa juste valeur ce cahier pour ce qu'il est et de répondre aux différentes questions des exercices. Je crois, c'est pas marqué dessus à partir de quel âge s'adresse ce cahier, mais à mon sens, 8 ans, 7-8 ans me semble un bon âge pour commencer à appréhender ce cahier d'activité, mais là aussi c'est un petit coup de cœur.
Et finalement, toujours de la part des éditions Usborne, j'ai reçu ce cahier de gommettes. Alors voilà, c'est plus classique parce qu'ils en proposent très régulièrement en fonction de thèmes divers et variés. Là pour le coup, le thème c'était ma journée, donc on va retrouver des moments au bain, au parc, pendant l'histoire du soir, le moment du coucher, le petit déjeuner, à l'école, etc. Et on a des grosses gommettes. Alors là, pour le coup, je l'ai pris pour Louise, je ne l'ai pas pris pour Marius parce que ma petite poulette n'a pas l'occasion de faire très souvent du collage de gommettes. Et Marius va aller pendant les vacances, il y est déjà allé 2 jours en juillet et il va y aller un jour en août au centre de loisirs. Donc ça fait que je passe très ponctuellement, mais de temps à autre, des journées seules avec Louise et ça pour l'occuper ce sera parfait. Un grand merci en tout cas aux éditions Usborne pour l'envoi de ces 3 merveilles. Je l'écris chaque mois à l'attaché de presse et je pense que voilà, elle sourira sûrement en regardant cette vidéo, mais je trouve leur contenu absolument merveilleux et je m'extasie comme une enfant dès lors que je reçois leur programme de publication. Je trouve que c'est une maison d'édition absolument merveilleuse pour les enfants et qui prévoit des contenus de qualité, surtout des contenus très diversifiés. Donc un grand merci à vous pour votre confiance. Voilà. Je passe maintenant aux éditions Kiman, qui est une autre maison d'édition que j'aime énormément, pour laquelle j'éprouve beaucoup d'affection parce que, alors c'est pas le même contenu que la maison d'édition Usborne, mais eux ils proposent surtout des histoires et des belles histoires, des histoires qui font réfléchir, des histoires qui font rêver. Et là pour cet été, eh bien j'ai 3 nouveaux livres qui viennent de chez eux à vous montrer. On en a déjà lu une qui est devenu un must-have parce que c'est sur la thématique un petit peu des vacances. Ça s'inscrit dans un contexte de plage, donc forcément ça parle aux enfants. Et en même temps, ça véhicule un chouette message, un message sur la propreté. C'est le grand ménage de Petit Crabe dans cette histoire. On a un petit crabe qui vit tout seul sur sa plage, qui aime que sa plage soit propre, soit ordonnée, et un jour il va y avoir des animaux qui vont un petit peu envahir sa plage en tout cas. Ils sont là pour jouer les touristes, hein, ils profitent de tous les divertissements et de toutes les infrastructures que peut proposer la plage du Petit Crabe. Mais par contre, à la fin de la journée, ils rentrent chez eux et ils laissent tout en plan, tout en vrac, ils ne jettent pas leurs déchets. Et la plage est une véritable porcherie. Et plus ça va aller, plus le crabe va s'énerver jusqu'à exploser et dire aux petits animaux ce qu'il a sur le cœur. Voilà, donc vraiment parfait message, parfait pour la saison d'ailleurs. Les 2 livres suivants, je ne les ai pas encore offerts aux enfants. Il y en a un, c'est vraiment une question de jour. Il va y passer dans quelques jours. Hein. Je vais l'offrir à Marius et à Louise. C'est Les meilleurs amis, c'est écrit par Lucie Fleming. Alors j'ai tout de suite accroché au coup de crayon parce qu'on a déjà un autre album de Lucie Fleming. On a Louise et les monstres du soir, que j'avais choisi à l'époque d'acheter parce que Louise, ma petite Louise, et j'aime vraiment beaucoup la manière dont elle dessine ces petits personnages. Et donc là, dans Les meilleurs amis, c'est une histoire qui est plus simpliste que dans Louise et les monstres du soir, qui laisse la part belle à l'imagination. Là, pour le coup, c'est un livre qui explique en quelques mots ce qui distingue un ami d'un meilleur ami, ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Voilà. Mais sinon, c'est toujours aussi mignon, toujours aussi chou. Je vous dis, je ne l'ai pas offert à mes enfants, mais ça ne m'a pas empêché de lire cet album pour pouvoir quand même eh bien, vous présenter quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai lu et voilà, vous dire que je sais de quoi je parle. Et je pense que à finalement quelques semaines de reprendre le chemin de l'école, eh bien c'est pas mal du tout d'avoir ce genre de lecture entre les mains. Et finalement, j'ai choisi d'offrir aux enfants grâce aux éditions Kiman Charivari dans la Grande Galerie. Là, c'est une publication qui date du mois de juin. Je pense que c'est leur publication la plus ancienne là, que j'ai à vous présenter. Pour le coup, je ne l'ai pas encore offert aux enfants. Il faut que je réfléchisse un petit peu à la manière dont je vais leur introduire parce que ça parle d'animaux qui sont empaillés. Et évidemment, les enfants âgés de 3 ans et demi et 2 ans ne savent absolument pas à l'heure actuelle ce qu'est un animal empaillé. Et c'est sûr que de leur dire, eh ben, c'est un animal qui est mort, on a choisi de le conserver intact, on l'a bourré de produits de sorte qu'il reste voilà, tel qu'il était de son vivant.
ça attire pas quand même forcément le chaland. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à la manière dont je vais leur présenter les choses. Mais en gros, c'est l'histoire d'un monsieur, un monsieur tout gris, qui est le directeur d'une grande galerie qui met en scène des animaux empaillés. Et il va trouver dans sa galerie une petite souris. Et lui qui adore l'ordre, qui aime pas du tout le chahut ou quoi que ce soit, il va prendre ça, la présence de cette souris, comme un affront personnel. Et il va tenter coûte que coûte de se débarrasser de cette petite souris jusqu'à ce qu'il se rende compte que la petite souris, elle a son utilité, elle a un côté mignon et surtout bien pratique. Voilà, je vous en dirai pas plus. Les illustrations sont très différentes des deux albums précédents que j'ai pu vous montrer. Ça change, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis extrêmement fan de ces illustrations, mais j'ai été plutôt charmée par l'originalité du texte, l'originalité du sujet. Là aussi c'est un album que même si je n'ai pas offert aux enfants, j'ai lu et que j'ai bien aimé, donc j'ai déjà hâte de pouvoir en parler avec les petits et d'étudier un petit peu leurs réactions. Voilà. Je vais accélérer le mouvement parce que je sens que je dégouline, je ne sais pas dans quel état je vais terminer cette vidéo, mais il fait extrêmement chaud dans ma véranda, une véranda comme vous pouvez l'imaginer. Et je vais commencer par un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu puisque le 19 juillet j'ai fêté mes 33 ans. Et j'ai reçu à cette occasion un livre. Il me semble d'ailleurs que c'est le seul livre que j'ai reçu. C'est un livre de pâtisserie. Apprenez-le si vous ne le saviez pas, mais je suis passionnée de pâtisserie. J'aime autant pâtisser que consommer. Et j'avais ce livre dans mon radar depuis quelques mois, si ce n'est pas depuis un an. C'est Il était un cake et c'est un livre qui est écrit par l'influenceuse Il était un gâteau ou Il est un gâteau sur Instagram. Je lui ai d'ailleurs fait un retour par message privé pour lui dire tout le bien que je pensais de son ouvrage. Je pensais apprécier cet ouvrage, mais je ne pensais pas autant l'apprécier. C'est une mine d'informations. Il y a plein d'associations qui donnent très envie. Les photos sont de toute beauté et j'ai aimé la clarté du texte, la simplicité des recettes et surtout le soin apporté aux détails puisqu'elle va jusqu'à nous donner les dimensions de ces moules et de nous faire un tableau de conversion avec un coefficient multiplicateur au cas où on n'aurait pas un moule à cake qui fait comme chez elle 20 cm. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment bien pensé et puis ça donne envie de pâtisser, ça donne envie de s'y mettre, ça donne envie de reproduire toutes les belles recettes. Il y a notamment pas mal de recettes de cake avec, avec un moule à insert. Je ne suis pas encore pourvue d'un tel moule, mais quand je vois ces recettes, ça me donne très envie d'investir. Bref, voilà, plein de belles idées. Et puis même à la fin des idées avec des ingrédients assez étonnants, comme un cake au popcorn, comme un cake au pastis. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et franchement, ce livre est merveilleux. Je possède très peu de livres de pâtisserie. Mais je suis plutôt globalement très contente des quelques livres que j'ai en ma possession parce qu'à chaque fois c'est des superbes trouvailles. Voilà. Je passe au graphique. Figurez-vous que, je crois que c'était au mois de juin, dans les derniers jours du mois de juin, j'ai appris que j'avais remporté un concours chez Cultura. Voilà, comme quoi tout arrive. Et j'ai eu un bon de je ne sais plus combien d'euros à dépenser. J'ai dépensé la plupart de l'argent qui m'a été offert par le Cultura de ma ville dans des choses pour les enfants, mais je me suis aussi fait un petit plaisir puisque je me suis acheté le volume numéro 2 de la série de manga Les Carnets de l'apothicaire. Je ne l'ai pas encore lu, en revanche j'ai lu il y a quelques mois de ça le premier tome qui m'a vraiment énormément plu. Donc j'ai déjà hâte de voir ce que ce tome 2 a dans le ventre parce que ça me donnera un avis un petit peu plus global sur la série. On va rester sur les graphiques encore un instant puisque je n'ai pas pu m'empêcher de m'acheter le 13e volume de la saga. Non, c'est pas le 13e volume, autant pour moi, c'est le 14e de la saga Princesse Sarah. Je suis toujours aussi fan, bien que le tome 13 prenne une direction assez étonnante. Je ne sais plus si j'avais eu l'occasion de vous faire un retour, mais en gros, j'avais trouvé ça toujours aussi beau que d'habitude, mais je trouvais que l'auteur commençait à trop surfer sur des effets de mode. Et du coup, la direction apportée à l'histoire m'a semblé un petit peu incongrue
eu égard à tout ce qu'elle a développé auparavant. Voilà, je n'ai pas trop compris ses choix, mais bon, soit, pourquoi pas, peut-être que ce sera un petit peu plus expliqué, un petit peu plus étoffé dans ce 14e volume. En tout cas, je compte pas attendre à Saint-Glinglin pour pouvoir le lire, parce que je crois que l'auteur, il me semble, avait fait une dépression, ou alors c'est l'illustratrice. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait une dépression, et du coup ça a tout retardé au niveau de la série. Ça a fait un sacré moment qu'on attendait ce 14e volume, donc je vais pas me faire prier pour pouvoir le lire. J'ai trop chaud. Donc là je vous montre, enfin je vous montre pas grand chose, hop, voilà ça va aller mieux. Je vous montre un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Snag. Je crois que ce livre, je l'ai reçu fin juin, mais j'avais déjà tourné mon book haul du mois de juin, donc c'est pour ça que vous ne le voyez que sur le book haul du mois de juillet. De toute façon, je n'ai pas encore pris le temps de le lire, j'espère que ce sera fait courant août ou septembre. Il s'agit d'une suite de séries, j'avais eu un presque coup de cœur pour le premier tome qui est juste ici, qui est Queen of Hearts. Ici, on a Blood of Wonderland. Donc c'est le tome 2 de la trilogie écrite par Suzanne, non c'est pas Suzanne, c'est Colleen Hawkes. Et waouh aussi, ce tome 2 est à l'avenant du premier tome, ça promet encore quelque chose d'explosif. Alors ce sont des livres qui sont assez courts, celui-ci fait 300 pages, mais regardez-moi la police d'écriture, la taille de la police et les marges, ça se lira très vite. C'est une libre adaptation du Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et on reconnaît un petit peu hein, l'inspiration de l'auteur dans cette œuvre-ci, puisque c'est très sombre, c'est très sanglant, c'est un peu onirique, c'est un peu complètement perché. Mais c'est extrêmement passionnant, extrêmement bien rythmé, c'est un véritable page turner. Je vous dis, j'ai adoré le premier tome. Ma seule frustration, c'est que j'ai trouvé que l'histoire était beaucoup trop courte, se terminait beaucoup trop vite, mais j'ai trouvé que Colleen Hawkes réinventait à merveille les personnages du Chapelier, réinventait à merveille plein de personnages emblématiques de Alice au Pays des Merveilles, et oh là 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 là, mais quelle trouvaille, quelle merveille, et j'espère vraiment être conquise par ce tome 2. Je n'ai regardé aucun avis pour ne pas me faire spoiler, pour ne pas risquer d'orienter mon jugement ou quoi que ce soit. Je sais que je le fais traîner exprès, parce que mes attentes sont très élevées. Comme tous les ans, je peux vous montrer un Virginie Grimaldi en poche, puisque tous les ans, j'achète le dernier poche à être sorti, écrit par cet auteur. Donc là, c'est Les Possibles. Je ne sais pas du tout de quoi parle cette histoire, je les achète sans même regarder les résumés ni les avis. Il me suffit simplement de me dire c'est l'avant-dernier Virginie Grimaldi, oui parce que elle sort forcément à chaque fois son petit dernier en grand format et celui de l'année passée sort en poche dans la foulée. Et moi ça me suffit en fait. J'ai acheté un livre qui est autant pour moi que pour les enfants. Je me suis acheté le tome 2 de la série Hotel Heartwood. J'avais reçu le premier tome à l'époque en service presse de la part des éditions Casterman. C'est écrit par Kelly George, c'est illustré par Stéphanie Graéguin. Ça se passe dans la forêt, c'est mignon comme tout, c'est bourré d'illustrations en noir et blanc sur les petits personnages de la forêt et vous avez un tome par saison. Un petit peu à l'image de Mémoire de la forêt, qui est là aussi une série qui va comporter 4 tomes, qui est sortie cette année en ce qui concerne le premier tome et qui est écrit par le directeur de l'entreprise Le Renard Doré à Paris, qui est une librairie spécialisée dans tout ce qui est japonais, asiatique, etc. Et que je n'ai pas encore lu, mais du coup Hotel Heartwood ça me fait un petit peu penser à ça de par l'ambiance. Après je pense que ça c'est peut-être un petit peu plus jeunesse que Mémoire de la forêt. À voir, à confirmer. Mais en tout cas j'avais lu le premier tome qui se passait, si je ne m'abuse, dans le courant de l'automne. Et là on passe sur l'hiver et je m'étais dit que vu que Marius va arrêter incessamment sous peu de faire sa sieste, puisqu'il va passer en moyenne section, je vais arrêter de lui proposer la sieste systématique à la fin des vacances pour l'habituer en douceur. Il est nécessaire tout de même de maintenir un temps calme pour le bien-être psychologique et de l'enfant et des parents.
Et je me suis dit qu'on allait faire un petit peu de lecture à haute voix, mais de lecture avec voilà, un support où il n'y a quasiment pas d'illustration. Et vu que c'est très orienté pour les enfants, et ben je me suis dit que ça pourrait être son premier roman, voilà, qu'on lirait à deux, enfin, que je vais lire toute seule, mais qui va pouvoir se représenter dans sa tête. Ça va pas lui faire de mal, ça va un petit peu favoriser comme ça son imagination. Il me reste 3 livres à vous présenter. C'est parti pour encore une suite de séries avec, eh bien, c'est Le Roi Maléfique. Et je vois que mon exemplaire est un petit peu... il n'est pas arrivé en parfait état. Donc c'est la suite de la trilogie Le Prince Cruel, écrit par Holly Black. Je pense que vous avez ce titre un petit peu en tête, dans le sens où je vous en ai parlé très peu dans ma dernière vidéo de mes lectures mensuelles. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. C'est de la fantasy young adulte qui parle de fae et qui parle eh bien, d'une fratrie composée de 3 sœurs dont 2 jumelles. Et il y a l'une de ces 3 sœurs qui est d'origine faérique. Elle va être renvoyée dans son pays après que leur père, pas leur père biologique, mais leur père adoptif ait zigouillé leurs parents. Donc les 3 filles vont être envoyées en faérie, elles vont devoir suivre des études là-bas, apprendre l'étiquette, le mode de fonctionnement de la cour, etc. Et ensuite on passe à un côté bien plus sombre, bien plus complot, manigance, intrigue de cour, etc. qui m'a mais complètement retourné le cerveau. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme dans cette histoire, un côté très imprévisible également qui m'a énormément plu. Et bref, je ne vais pas vous refaire l'article, j'ai adoré le premier tome, donc évidemment il me fallait la suite, je me suis procuré le deuxième. Donc c'est sorti aux éditions Rajo et il me tarde déjà de mettre le nez dedans. Je me suis ensuite acheté un roman beaucoup plus court, c'est un Sébastien Spitzer, c'est La Fièvre. Ce livre est sorti il y a quelques années en grand format aux éditions Albin Michel et moi j'ai attendu sa sortie poche pour pouvoir me le procurer. Je n'ai jamais lu cet auteur, mais je sais que j'ai un autre de ses livres dans ma pile à lire. Je crois que c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Et il me semble que c'est Ses rêves qu'on piétine, je crois. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et donc là, j'ai voulu récidiver avec La Fièvre. Peut-être que cette acquisition me motivera suffisamment pour sortir le premier de ma pile à lire, je l'espère. En tout cas, ça se passe à la fin du 19e siècle. On est en 1878, voilà, à Memphis. Et ça va retracer eh bien, quelques jours d'une maladie absolument foudroyante qui va faire des milliers de morts, qui est la peste, me semble-t-il. Et on va suivre 3 personnages. On va suivre Anne Cook, qui est la patronne d'un bordel où la première victime a passé la nuit et vient de mourir. On va suivre John Keating, qui est le directeur d'un journal, voilà, d'un journal quelconque local, qui est raciste et qui est très proche du Ku Klux Klan. Et pour finir, on va suivre un ancien esclave qui s'appelle Raphaël Brown et qui se bat depuis des années pour que soit reconnu son statut d'individu libre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est romancé, mais c'est quand même inspiré de faits réels et c'est cet aspect-là du livre qui me tente beaucoup. J'aime lire des romans historiques qui sont ancrés dans le réel. J'aime que tout ne soit pas inventé. Je pense que je peux très fortement apprécier cette lecture et je suis contente de me l'être procurée maintenant que ce livre est sorti en poche. Et on finit avec un livre que j'ai acheté d'occasion et qui est en super état. Je l'ai pris chez Momox et franchement, je crois que je l'ai pris en très bon état, mais pour moi il est comme neuf. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium, donc Young Adult. C'est écrit par Ariel Holzel et c'est un one-shot. Moi l'auteur je l'ai découvert avec sa trilogie Les Sœurs Carmine que j'ai vraiment adoré, enfin surtout les 2 premiers tomes qui étaient absolument exceptionnels d'inventivité. On n'est pas du tout dans le même registre, mais je me suis dit, tiens, l'auteur a sorti plusieurs livres, dont un récemment qui a fait beaucoup parler de lui, qui a une couverture de toute beauté. Et je me suis dit, j'ai envie de lire d'autres choses qu'il a pu écrire. Donc il a écrit du beaucoup plus jeunesse, comme du un peu plus adulte. Moi, je suis partie là-dessus parce que ça fait un peu penser
à la fin du monde, le survivalisme, et vous savez que c'est des thématiques que j'aime retrouver dans mes lectures, et ça fait un petit moment en fait depuis que j'ai lu Les Somnambules de Chuck Wendig, je n'ai pas eu l'occasion de retourner dans cette thématique-là, donc je me suis dit ça peut me plaire, vas-y. On nous parle d'une ville qui lève peu à peu ses barrières et ses restrictions suite à l'apocalypse qu'il y a eu. Il y a notamment un parc en ville qui va rouvrir ses portes après avoir été fermé pendant très longtemps. Les animaux de ce parc ont muté, il se passe des choses assez inquiétantes, et on va suivre des jumeaux ainsi qu'un garçon qui semble être dans la même classe et qui vont braver ensemble des dangers dans cette ville. Ça m'a l'air vraiment très chouette. Ça m'a l'air pas prise de tête, mais ça m'a l'air très chouette, et pour le coup, même si les marges sont assez larges, il y a quand même de quoi lire, il y a du contenu. Et je suis très pressée de voir si ce livre me plaira, et je pense que si tel est le cas, eh bien je me pencherai encore plus en détail, de manière plus approfondie sur tout ce qu'a pu écrire l'auteur. Il y a moyen que si j'aime ce livre, je décide de m'acheter toute sa bibliographie. Voilà, soyons très clairs, on en est là. Bon, ça y est, c'est terminé. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je pense que j'ai aussi été très bavarde parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas pris en vidéo et que ça m'avait manqué. Donc je me suis pas non plus trop pressée à tourner. Mais là, je vous avoue que couper pour m'éponger un petit peu et aller me rafraîchir dans le salon, ça va pas me faire de mal non plus. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai très bientôt, que ce soit à l'occasion d'un vlog, que ce soit à l'occasion d'une autre vidéo. Je ne vous laisse plus tomber comme ça, en tout cas pas tout de suite, voilà. J'ai pris quelques petites vacances, maintenant à moi de filmer du contenu pour qu'il n'y ait plus le trou sur ces prochaines semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez nombreux à me retrouver dans les commentaires, et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!